Merci à la FMC de m'avoir demandé de traiter ce sujet. J'ai quelques liens d'intérêt, pas forcément en lien avec cette communication. Alors les objectifs qu'on m'a demandé de traiter, c'est connaître les facteurs diététiques favorisant le RGO, les régimes recommandés dans le RGO et leur efficacité, l'impact de la perte de poids dans le RGO et savoir à quels patients les prescrire. Alors, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de légendes urbaines dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs dans notre discipline, concernant les régimes. On a toujours beaucoup de gens autour de nos patients qui leur disent « il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça ». Enfin, vous connaissez ça très bien. Qu'est-ce qui est validé aujourd'hui dans les règles hygiéno-diététiques en général? On va axer bien sûr sur la diététique, mais je vous rappelle l'élévation de la tête du lit et mettre du temps entre le dîner et le coucher. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que c'était des mesures adjuvantes qui pouvaient être utiles chez les patients qui avaient un reflux gastro-œsophagien. Concernant l'alimentation, c'est très fréquent que nos patients disent tel aliment ne me réussit pas, je ne supporte pas tel aliment. Vous voyez, le chiffre, c'est 85% des patients avec reflux identifient des aliments qui sont susceptibles de déclencher leurs symptômes. Alors on va essayer d'y voir plus clair et je vais vous faire quelques rappels de physiologie, rassurez-vous, pas beaucoup, et on va essayer d'aborder le sujet en 3 étapes. Quels sont les effets des nutriments ou des aliments sur la physiologie digestive, enfin œsogastrique? Qu'est-ce qu'on observe en population? Et 3e point, quelles sont les études d'intervention disponibles qui nous permettent de proposer tel ou tel régime alimentaire? Alors, les mécanismes du reflux, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez que en premier lieu, on a la défaillance de la barrière anti-reflux avec la diminution du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage, les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage, et puis ce gradient de pression entre l'abdomen et le thorax qui va venir challenger, j'allais dire, la barrière anti-reflux et provoquer des reflux. Il y a d'autres facteurs, la vidange gastrique, la capacité de l'estomac à se relaxer. On voit ça avec les sleeve gastrectomies. Vous altérez cette capacité de relaxation et donc vous augmentez la pression intragastrique, vous favorisez les reflux. Et puis il y a un élément important qu'on va aborder aussi, c'est la sensibilité œsophagienne, la perception des reflux qui va être variable d'un individu à l'autre, et certains aliments, vous allez voir, peuvent induire aussi des modifications de perception des reflux. Alors, qu'est-ce qu'on peut, côté alimentation, évaluer? On va voir successivement l'impact de la charge calorique du repas et de la teneur en lipides de l'alimentation. On va voir l'impact de certains nutriments qui agissent par l'intermédiaire des produits de fermentation, en particulier donc les hydrates de carbone. Et puis bien sûr, on va voir aussi l'impact de l'obésité. Ce sont les 3 grands facteurs qui vont pouvoir intervenir sur la physiologie œsogastrique. Donc en termes physiologiques, l'impact de la charge calorique et de la teneur en lipides, vous comprenez bien qu'il est difficile souvent de faire la part entre ce qui relève de la charge calorique d'un repas et de sa teneur en lipides. Il y a quelques études expérimentales qui arrivent dans des conditions un peu artificielles à augmenter la charge calorique sans augmenter la charge lipidique et inversement. Quels sont les messages qu'on peut retenir de ces études physiologiques? C'est qu'une charge calorique élevée va diminuer la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, va ralentir la vidange gastrique et augmenter le nombre de relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, une charge calorique élevée, ça favorise les conditions de survenue des reflux. Et donc la composante lipidique pure du repas, si on essaye de s'affranchir de l'impact de la calorie, de la charge calorique, eh bien ça va surtout avoir un impact sur la perception des reflux. Un repas gras, bien sûr, il est calorique, mais la composante lipidique va induire
une hypersensibilité viscérale par l'intermédiaire de l'action de la cholécystokinine sur les afférences vagales, par exemple. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut essayer de comprendre les choses. Alors, les hydrates de carbone, on a des sucres d'action rapide que vous connaissez, on en reparlera tout à l'heure. Et puis on a les produits de la fermentation colique dont on connaît les effets depuis très longtemps sur le tube digestif supérieur, ce qu'on appelle communément le frein iléal ou le frein iléocolique. Les produits de fermentation des hydrates de carbone, en particulier les acides gras à chaîne courte, vont avoir un effet de rétrocontrôle négatif, de ralentissement de la vidange gastrique, avec un impact aussi sur la survenue des relaxations transitoires et sur la survenue des épisodes de reflux. On avait fait ces études avec notre camarade Thierry Piche il y a quelques années. Vous avez une idée. Voilà. Donc, ces produits de fermentation, dans le côlon, dans l'iléon, vont avoir un impact et vont favoriser les épisodes de reflux au niveau du tube digestif supérieur. Alors après, il y a plein d'autres aliments, donc ça fait partie des fantasmes, des légendes urbaines. Le café, le chocolat, le vin blanc, la bière, les agrumes, les aliments épicés. La littérature, il n'y a vraiment rien qui puisse nous dire aujourd'hui quand je mange des agrumes ou des aliments épicés, ça va diminuer la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Il y a des vieilles études des années 60, 70 qui sont très mal faites, qui sont très biaisées. Et en fait, quand on prend ces types d'aliments individuellement, il est extrêmement difficile de dire aujourd'hui que ces aliments ont vraiment un impact. Je parle de la physiologie du reflux, c'est-à-dire sur la pression du SIO, la vidange gastrique, etc. Dernier point, l'obésité. Donc vous savez tous que l'obésité est un facteur qui favorise le reflux, c'est d'ailleurs le seul qu'on connaisse vraiment. L'obésité abdominale, elle augmente ce gradient de pression dont je vous parlais tout à l'heure entre l'abdomen et le thorax. Ça a été bien démontré lors de l'avènement de la manométrie haute résolution, où on peut mesurer beaucoup plus facilement ce gradient. Vous avez sur la gauche de la diapositive, vous voyez, en fonction de l'IMC et du tour de taille, vous avez une contrainte qui va s'exercer sur la jonction œsogastrique qui va être différente. Donc ça, c'est le gradient de pression entre l'abdomen et le thorax. Et puis vous avez en manométrie haute résolution, quand vous regardez ici la superposition entre le sphincter inférieur de l'œsophage et le diaphragme, vous voyez que chez les patients obèses, ou en tout cas avec une augmentation du tour de taille ou de l'IMC, vous avez une dissociation. Cette dissociation, elle traduit la contrainte qu'exerce l'augmentation de pression abdominale sur la barrière anti-reflux. Et on sait que quand on a comme ça une dissociation diaphragme-SIO, on a une situation qui favorise la survenue des reflux. Voilà la physiologie. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant dans les études en population? Donc c'est un peu catalogue, mais bon, on est obligé de passer par là. Alors l'obésité, bon, il n'y a pas de doute, ça augmente. Il y a plein d'études qui ont montré que l'obésité était un facteur de risque de l'ordre de 2 à 3 de reflux gastro-œsophagien avec un effet de dose dépendant. Vous vous rappelez tous de cette étude chez les infirmières, j'y reviendrai tout à l'heure, qui avait été publiée il y a une quinzaine d'années. Le tabac aujourd'hui, il y a beaucoup de données. Vous avez une méta-analyse de 30 études qui montrent un sur-risque de reflux pour le tabac. Les graisses saturées, bon alors voilà, donc on est dans les études en population, donc ces graisses saturées, charge calorique, hein, vous avez compris la difficulté, mais en tout cas, quand on fait des enquêtes en population, le fait d'avoir une alimentation riche en graisses saturées est un facteur indépendant de l'IMC elle-même. Alors le thé, le café, les sodas, on en a parlé quand même. Il y a des données qui sont difficiles, mais quand même en population, vous voyez, il y a des études, des grandes études épidémiologiques, 48 000 infirmières. Bon, globalement, on a l'impression que ces boissons, elles augmentent la prévalence des symptômes de reflux dans la population. Inversement, le lait, les jus de fruits, pas trop. Quant à l'alcool, il n'y a pas de données vraiment convaincantes concernant le rôle de l'alcool sur la survenue et la prévalence des symptômes de reflux.
Alors maintenant, qu'en est-il des études d'intervention? Donc ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. D'abord, la perte de poids. Donc on a beaucoup d'études positives, y compris les études de chirurgie bariatrique, des études observationnelles, mais on a quand même des études d'intervention dont certaines sont randomisées. Je vous en ai listé quelques-unes. Vous avez ici une étude sur 330 patients. Ceux qui perdent plus de 4,5 points d'IMC vont avoir une diminution de plus de la moitié de leurs symptômes de reflux. Dans l'étude Hunt, j'en reparlerai plus tard, 29 000 patients, étude prospective, on essaye de leur faire perdre du poids et ceux qui perdent au moins 3,5 points d'IMC vont réduire leurs symptômes de reflux d'un facteur de 2 à 4. Et puis la fameuse étude chez nos infirmières, 10 000 infirmières en manière prospective, là aussi, le cut-off c'est 3,5 points d'IMC avec une réduction significative des symptômes. Donc la perte de poids, c'est bénéfique. Les hydrates de carbone, alors je vous ai parlé longuement tout à l'heure des produits de fermentation des hydrates de carbone. On retrouve les fameux FODMAPs, et donc les FODMAPs, ce sont les sucres fermentescibles. On avait fait une étude il y a quelques temps pour essayer d'évaluer l'impact d'un régime appauvri en FODMAP sur le reflux chez les patients qui avaient des symptômes de reflux réfractaire et également un reflux réfractaire prouvé en pH impédance-métrie. On n'avait pas vu d'impact positif d'un régime appauvri en FODMAPs dans cette situation particulière. Et les sucres rapides. On n'avait pas beaucoup de données sur les sucres rapides jusqu'à présent, et on a une très belle étude randomisée qui a été publiée il y a 2 ans, qui a randomisé quatre types de régimes différents qui sont ici, à charge calorique équivalente, pendant des périodes de 8 semaines. Les patients ont reçu soit des régimes avec un haut pourcentage de sucre rapide, soit un faible pourcentage de sucre rapide. Alors c'est un haut pourcentage d'hydrates de carbone, dont un haut pourcentage de sucre rapide. Et vous voyez que les régimes qui ont beaucoup de sucre rapide dans leur alimentation ont beaucoup plus de reflux en pH-métrie. Et tous les régimes qui sont appauvris en sucre rapide dans cette étude ont montré un effet positif sur les symptômes de reflux, sur les douleurs épigastriques, sur les symptômes dyspeptiques et également sur les troubles du sommeil. Donc on a une étude d'intervention randomisée bien faite qui démontre que l'enrichissement en sucre rapide de notre alimentation est un facteur délétère en termes de reflux gastro-œsophagien. L'arrêt du tabac, c'est quelque chose qu'il faut savoir aujourd'hui. Alors on n'est pas vraiment dans l'alimentation, mais malgré tout, il faut en parler. On a plusieurs études randomisées qui montrent un bénéfice, non randomisées, pardon, et vous voyez qu'on a toujours cette fameuse étude Hunt, qui est une étude en Scandinavie, qui montre une amélioration significative des scores de reflux chez les patients qui sont sevrés en tabac. Cet effet n'étant pas significatif chez les patients en surpoids, ce qui veut dire quand même qu'il y a un poids relatif du surpoids qui est plus important que le rôle du tabac lui-même. Enfin, sachez que ça peut être un élément qu'il faut prendre en compte chez les patients qui fument pour les aider à contrôler leurs symptômes de reflux. Puis enfin, pour terminer, le côté pragmatique de ce que vous devez dire à vos patients. On a vu 80% des patients arrivent à identifier des aliments responsables de leurs symptômes. Dans cette étude, vous voyez, 62% les aliments épicés, 55% le chocolat, 55% la pizza, c'est une étude italienne, 52% les tomates, les aliments frits. Bon, voilà, nos patients, ils nous le disent, ça. Donc ils ont pris le parti de faire de manière tout à fait pragmatique un régime basé sur ce que déclarent les patients.
la pizza vous fait mal, vous donne du reflux, vous supprimez la pizza. Donc ils ont fait ça pendant 15 jours. Eh bien, sans surprise, les patients avaient raison, puisque vous voyez, on a une diminution par 2 du pourcentage de patients qui ont un pyrosis, encore mieux pour les régurgitations, et puis surtout, 50% des patients ont pu continuer leurs mesures diététiques avec un bon résultat. Donc, quelque part, l'approche pragmatique de la situation peut être utile. Donc voilà, en conclusion, on a validé un certain nombre d'items. Donc, la perte de poids, la diminution des aliments riches en graisse, la diminution des hydrates de carbone, donc plutôt axé sur les sucres rapides. Café, thé, soda, on a quelques données, pas d'études d'intervention, pas de données pour ce qui concerne la consommation d'alcool. Pensez à l'arrêt du tabac et puis à l'éviction. Interrogez vos patients. Quels sont les aliments qui vous font mal? Et bien, supprimez tout simplement les aliments qui vous provoquent du reflux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et les points forts, vous les avez ici pendant la discussion. Bon, merci Franck. Il y a une question qui revient 2-3 fois. Le vapotage. Le vapotage. Aucune donnée. Je ne peux pas répondre. Oui, je pense que je ne sais pas si c'est le phénomène combustion qui donne du reflux ou si c'est la nicotine ou voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Pardon. Non, une question sur le... Parce que, bon, je pense que tu n'as pas de lien d'intérêt avec les producteurs de vin bordelais, mais enfin, encore, j'en sais rien. Mais non, par rapport je ne les ai pas déclarés, en tout cas. Bon, voilà. Par rapport à l'alcool, bon, effectivement, il n'y a pas d'études qui montrent que l'alcool déclenche un surrisque de reflux. Est-ce que par rapport à... ne serait-ce que tu n'as pas trop parlé de la sensibilité ou de l'hypersensibilité ésophagienne? Est-ce que par ce biais-là, effectivement, la suppression, ne serait-ce que de l'alcool ou des alcools, pourrait améliorer quand même les symptômes des brûlures, en particulier dans le cadre du reflux? Tu vois, l'effet sur l'hypersensibilité. Les études d'intervention sont négatives, donc je ne sais pas. Après, il est clair que ça joue un rôle chez certains patients. On a dit, les patients qui ont identifié certains types d'alcool comme étant pourvoyeurs de symptômes de reflux, ça existe, et j'en fais partie à titre personnel. Certains mauvais vins hors de Bordeaux peuvent effectivement provoquer des symptômes de reflux chez certains patients. Il faut être pragmatique. Voilà. Alors, on ne peut pas dire aux patients de boire de l'alcool, on ne peut pas leur dire ça, sauf du Bordeaux, si c'est ça que tu veux me faire dire. Mais blague à part, il faut être pragmatique et dire aux patients, si vous avez remarqué que telle boisson, alcoolisée ou non, provoque des reflux. Après, sur le plan physiologique ou physiopathologique, je ne sais pas très bien. Il y a eu quelques études avec le vin blanc dans les années 80, mais ce n'est pas très convaincant. Une question, micro 2, si vous n'êtes pas bordelais, autrement on ne rend pas. Je ne suis pas bordelais, mais je suis pas loin. Merci Franck. Juste une question. Est-ce que tu as des données, Franck, sur à charge calorique identique ou à type d'aliment identique, est-ce que le comportement d'absorption des aliments, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu vas manger ou alors le temps de mastication, a une importance sur le reflux? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Je ne pense pas qu'il y ait de données physiologiques, mais il y a des données de bon sens. Et des données de bon sens, on peut extrapoler à la vidange gastrique. On sait quand même que la charge osmotique, le volume du repas, tout ça, ça influence la vidange gastrique et probablement tout ce qui a ralenti la vidange gastrique favorise le reflux. Après, c'est du bon sens. Il y a une question sur l'activité sportive, à la fois en termes d'obésité bien sûr, mais aussi de favoriser le reflux. Est-ce qu'il y a des recommandations à donner là-dessus? Alors je vous invite à relire ma présentation de l'année dernière, parce que c'était le sujet, l'activité physique. L'activité sportive, alors si on fait de l'activité physique intense, ou en tout cas aiguë, on provoque du reflux. C'est clairement démontré, on a plein d'études. Donc le fait de faire un footing ou faire une activité physique intense, ça provoque du reflux. Inversement, si on a une activité physique régulière et qu'on perd du poids, ou qu'on va avoir un effet bénéfique
sur les troubles digestifs et sur le reflux en particulier. Il y a toujours cette ambivalence dans l'activité physique. Voilà. Mais l'activité physique, si vous soulevez des poids, que vous faites de la natation de manière intensive, vous faites un semi-marathon, vous avez plus de reflux que si vous êtes au repos, assis sur votre fauteuil. Bonjour. Par ici. Micro 3. Merci pour votre intervention et votre pragmatisme. J'avais une question, vous avez parlé de la perte de poids. Est-ce qu'il y avait aussi des données sur le volume alimentaire consommé? Parce qu'il y a effectivement le fait d'avoir moins de poids qui oppresse l'œsophage, mais est-ce que sur les volumes alimentaires, il y avait aussi des études qui démontraient juste de peut-être prendre moins plus fréquemment pouvait améliorer les symptômes du RGO? Le volume, il va souvent avec la charge calorique quand même. Donc, c'est du bon sens. Vous n'allez pas dire aux patients mangez beaucoup quelque chose qui n'est pas calorique pour pas avoir de reflux. Donc voilà, effectivement, dans les règles qu'on donne, éviter les repas trop volumineux, trop riches en graisse. On en revient toujours à ça. Charge calorique, teneur lipidique, tout ça, c'est quand même très souvent, et volume, c'est quand même très souvent lié. Un repas très volumineux, ça induit du reflux parce que ça ralentit la vidange gastrique, parce que, etc., etc. Donc oui. Il y a une question, Franck, sur le chat, c'est là, sur l'impact du microbiote, d'une dysbiose, la prise de probiotiques. Alors on sort un petit peu du cadre, mais c'est une question qui a été posée. Ne me regarde pas comme ça, je fais que lire la question. Je sais pas, le microbiote et reflux, joker. Et sur le plan intellectuel, est-ce qu'il y a des facteurs hormonaux agissant sur la relaxation sphinctérienne, notamment des produits sécrétés par les adipocytes? Dans le cas de l'obésité, est-ce qu'il y a un mécanisme de ce type aussi? Il y a un effet, pro-inflammatoire du tissu adipeux. L'effet moteur, il est moins connu. J'ai pas connaissance d'un effet clair du tissu adipeux sur la motricité digestive. Mais par exemple, si on prend l'exemple du Barrett, on a un effet cumulatif dans le Barrett de l'obésité, donc l'effet mécanique sur la charge, sur la contrainte qui s'exerce sur la barrière anti-reflux. On a l'effet inflammatoire, pro-inflammatoire du tissu adipeux sur le développement des lésions inflammatoires, œsophagite et Barrett. Et tu rajoutes l'effet pro-carcinogène du tissu adipeux. Et donc tout ça, c'est le cocktail détonnant qui fait qu'un des facteurs de risque majeur de l'adénocarcinome œsophagien sur Barrett, c'est l'obésité. On a des risques relatifs qui sont très importants. Beaucoup plus que dans le cancer du côlon, parce qu'on rajoute en plus l'effet moteur et l'effet sur la survenue du reflux. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo.